Depuis le départ de Sir Alex Ferguson en 2013, Manchester United vit l'une des périodes les plus compliquées de son histoire. Actuellement 14e de Première Ligue, les Mancuniens réalisent l'un des plus mauvais débuts de saison depuis 1989. Malgré l'arrivée d'Ineos en décembre 2023, les affaires ne se sont pas arrangées. Les entraîneurs se succèdent au fil des années, mais aucun n'a réussi à faire revenir ce monument du football anglais sur le devant de la scène. Qui sont les responsables de ce désastre? La direction, les joueurs, les entraîneurs, les fans qui manquent d'exigence ou de patience? On va en parler dans cette vidéo. Salut à tous, amis mancuniens, supporters des Red Devils. J'espère que vous avez la pêche. J'espère également que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année avec vos proches, que votre Noël s'est très très bien déroulé. De mon côté, très très bien, ça s'est bien déroulé, mon Noël avec mes proches. On va pas parler du match face à Wolverhampton où on a été encore une fois lamentable. C'était une prestation catastrophique de nos joueurs. On va essayer de répondre à ces questions que tous les fans de foot se posent en ce moment. Que se passe-t-il à Manchester United? C'est vrai que depuis pas mal d'années, les Red Devils sont dans le dur. Les entraîneurs se succèdent, mais il n'y a pas de résultat. Les prestations sont en dents de scie. Les années passent et il n'y a rien qui s'arrange. Même si il y a eu le rachat d'Ineos en 2023, ça s'arrange pas non plus. Enfin, voilà, c'est très très compliqué ces dernières années à Manchester United. On va essayer de décortiquer point par point les problèmes dans ce club, ce qui va pas, et on va essayer de faire une conclusion à la fin de la vidéo. On va parler en premier de la direction de Manchester United et de sa politique sportive. Car pour moi, c'est l'un des problèmes majeurs de Manchester United actuellement. Pourquoi? Parce que pour ceux qui ne le savent pas, en 2005, Manchester United est racheté par une famille américaine qui est très aisée, c'est la famille Glazer. Le père, comme Glazer, avant le rachat de United, a fait plusieurs prêts avec plusieurs banques. En 2005, il rachète les parts de United petit à petit. Au début, c'était 20%, 25%, 30%, 35%, jusqu'à 100% en 2006. Alors, ils avaient commencé à acheter United en 2005 et puis après, ils ont racheté toutes les parts du club en 2006. Et vous allez voir au fur et à mesure des années comment ils ont détruit le club. Donc jusque-là, les comptes, le United, à ce moment-là, ils étaient vraiment à l'apogée du football anglais. Coupe d'Angleterre, Coupe de la Ligue, Championnat, Ligue des Champions. Avec Sir Alex Ferguson, on était à l'apogée du football anglais. Donc là, jusque-là, tu te dis ça va. La famille Glazer, ok, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de polémiques déjà à l'époque avec les supporters par rapport au club qui commençait à être endetté au fur et à mesure des années. Ça commençait à gronder. Et dès que Sir Alex Ferguson a quitté United en 2013, c'est là que les problèmes se sont de plus en plus aggravés. Puisque United, sur la politique sportive, en termes de transfert, c'était du grand n'importe quoi. J'ai même une liste de tous les transferts qui ont été réalisés durant ces 10 dernières années depuis le départ de Sir Alex Ferguson. C'est juste impressionnant. Alors le premier gros transfert, c'est Paul Pogba, acheté en 2016 contre 105 millions d'euros. Tu vois, pour 105 millions d'euros, on avait racheté Paul Pogba, surtout qu'on avait à l'origine, Pogba, il était, formé à Manchester United. Il part librement à la Juve en 2012. 4 ans plus tard, on met 105 millions d'euros pour le faire revenir au club. Et puis le pire, c'est qu'en 2022, il repart gratuitement à la Juve. Tu vois que c'est du grand n'importe quoi. Ensuite, on a acheté Anthony pour 95 millions d'euros. Maguire, 87 millions. Puis après, il y avait des bonus, donc c'était monté jusqu'à 93 millions d'euros. Jadon Sancho, 85 millions. Lukaku, 84 millions. Di Maria, 75 millions. Hollywood, 74 millions d'euros.
Casemiro, 100 millions d'euros. Bruno Fernandes, 65 millions d'euros. Et Mason Mount, 64 millions d'euros. Donc ça, c'est les 10 plus gros transferts réalisés par la famille Glazer sur ces 10 dernières années. Et quand tu regardes, il y a un seul joueur qui réussit plutôt bien son passage à United, c'est Bruno Fernandes. Sinon, le reste, c'est quasiment que des flops. Pogba, c'est un flop. Anthony, c'est un flop. Maguire, c'est plus ou moins un flop. Jadon Sancho, c'est une erreur de casting. Lukaku, bref. Vous comprenez mieux pourquoi la famille Glazer a endetté à mort Manchester United. C'est à cause des transferts comme ceux-là. Comme tous ces transferts-là. À cause de ces transferts qui sont complètement aberrants. Donc, voilà, au fur et à mesure des années, United s'endette de plus en plus. Surtout que, petit détail, c'est que lorsque Manchester United, lorsque la famille Glazer avait racheté Manchester United, bah, comme je disais, ils avaient fait plusieurs prêts à la banque, et forcément, il faut les rembourser. Alors, dès que United gagnait de l'argent sur les droits TV, sur certaines ventes, sur le mercato, les ventes de maillots, le marketing, tout ça, et bah, ils tapaient dans la caisse du club. Et donc, du coup, bah, les Red Devils, le club n'avait plus d'argent pour acheter des joueurs sur les mercatos. Enfin, tu comprends mieux pourquoi les supporters de United les détestent. Et nous, bah, moi aussi, en particulier. Donc, voilà. Après, au fur et à mesure des années, bah, tu dis que United s'enfonce de plus en plus. On pensait qu'en décembre 2023, il y avait des rumeurs déjà avant avec une potentielle vente de la famille Glazer qui était qui était très critiquée à ce moment-là. Il y a des rumeurs avec Sir Jim Ratcliffe, avec Ineos qui pourrait racheter United. Il y avait des Qataris. C'était un peu, voilà, il y avait un peu de tout et n'importe quoi. Il y avait beaucoup de rumeurs par rapport à des rachats, mais ceux qui ressortaient le plus souvent, c'était Ineos et les Qataris. C'était les Ineos et les Qataris. Donc, en décembre 2023, on apprend la nouvelle. Donc, c'est Ineos qui rachète Manchester United, mais seulement à 25%. Et Jim Ratcliffe a décidé de prendre les parts du club, enfin le côté sportif. Ils ont décidé de gérer le côté sportif. Et jusque-là, bon, bah, ils ont monté un organigramme qui est sur le papier plutôt intéressant, avec l'arrivée d'Omar Berrata en tant que directeur exécutif, qui était ancien directeur de Manchester City. Christophe Weivel, qui est arrivé récemment, là, avant c'était Dan Ashworth, qui était directeur sportif de Newcastle, mais après il a décidé de partir. Maintenant c'est Christophe Weivel, le directeur sportif. Jason Wilcox, c'est le directeur technique de United. Et Jean-Claude Blanc, qui est le conseiller sportif du club, et qui était l'ancien bras droit de Nasser Al-Khelaifi au Paris Saint-Germain. Donc là tu te dis, sur le papier c'est plutôt intéressant. Le transfert ces dernières années, depuis qu'ils sont arrivés, Ineos, c'est plus ou moins cohérent. On fait plus attention sur la façon dont on dépense sur le marché des transferts. On a recruté Zirkzee pour 40 millions, Delirte 40 millions d'euros, Mazraoui 15 millions d'euros. Donc là, tu dis, ça va, tu vois, c'est pas catastrophique par rapport à ces dernières années. Et en termes de vente, on a fait de belles ventes aussi. On a vendu Scott McTominay pour 30 millions d'euros, qui fait d'ailleurs, c'est la plus grosse vente réalisée sur ces 10 dernières années. Mason Greenwood, 26 millions d'euros. Voilà, Mejbri, tu l'avais formé, tu le vends 6 millions d'euros. Donc, quoi, tu vends Camboila pour 10 millions d'euros à Villarreal. Enfin, bref, tu vois que lorsque Ineos sont arrivés, ils ont mis un petit peu plus d'ordre sur le côté sportif. Tu vois, c'est pas fou. Des fois, c'est un peu brouillon par moment. Mais on va dire, sur le marché des transferts, en 2024, c'était plutôt cohérent. Après, ce que je reproche un petit peu à Ineos, à l'heure actuelle aussi, c'est que leur politique sportive, comme je disais, elle est floue. Tu vois, des fois, c'est pas toujours compréhensible. Tu vois que Jim Ratcliffe, il fait beaucoup de licenciements. Il y avait, je crois, 200 à 300 personnes licenciées des employés qui travaillaient pour Manchester United. Il y a des restrictions partout. On ne sait pas à quel argent va être investi lors du prochain mercato. C'est vrai que là, il y a le mercato hivernal qui va ouvrir ses portes bientôt. Et pour l'instant, on ne sait pas comment United va gérer ça. À quel argent, on ne sait pas du tout. C'est le grand flou. Ça manque de clarté. Et je trouve que Ratcliffe, sur ça, il n'est pas très clair pour ça. Donc, pour l'instant, on va dire, je veux lui laisser du temps, mais
je suis quand même assez sceptique, tu vois. Donc ça, pour moi, en tout, c'est pour moi, voilà pourquoi United est en arrivé là aussi, c'est parce que d'une part, les choix, enfin le rachat de la famille Glazer était catastrophique, la façon dont ils ont géré le club, enfin quand ils ont détruit le club en espace de 20 ans, et le rachat d'Ineos, qui est pour l'instant qui est flou, quoi. La politique sportive d'Ineos est assez brouillonne. Le deuxième problème à Manchester United, c'est aussi les entraîneurs. Ils ont aussi leur part de responsabilité puisque c'est eux qui gèrent l'équipe, c'est eux qui gèrent les compos, c'est eux qui gèrent les joueurs. Donc pour moi, ils ont aussi leur part de responsabilité. Donc déjà, on connaît, hein, après le départ de Ferguson, on a eu David Moyes, c'était une erreur de casting. Il n'avait clairement pas les épaules pour gérer l'équipe de Manchester United dans un vestiaire où tu avais des Ryan Giggs, des Michael Carrick, Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Wayne Rooney, Robin Van Persie. À ce moment-là, bah, tu voyais que les joueurs, bah, le vestiaire, ils étaient paumés. À ce moment-là, ils étaient paumés par les méthodes, les tactiques de David Moyes. Ça n'avait aucun sens. Les joueurs, ils étaient perturbés. Tu voyais que les joueurs, ils ne se retrouvaient pas avec David Moyes. Il y a eu Ryan Giggs, hein, qui a pris la suite, hein, qui a assuré l'intérim jusqu'à la fin de la saison. Mais en tout cas, la passation, le passage de David Moyes à United, c'était complètement. C'était une erreur de casting, comme je disais. Ensuite, il y a eu Louis Van Gaal. Alors, tu pensais, même moi, je pensais à ce moment-là qu'il allait redresser United, puisque c'est un entraîneur qui a un CV assez fourni. Il était l'ancien sélectionneur des Pays-Bas, il était entraîneur du Barça et du Bayern Munich. Il a entraîné des top clubs européens. Tu dis à United, il va redresser la barre. Alors, la première année est plutôt intéressante. Tu finis quatrième. Tu as recruté des joueurs qui sont sur le papier qui étaient bons, mais malheureusement sur le terrain, ça n'a pas suivi. Di Maria, Falcao. Euh, tu recrutes des bons joueurs, Luke Shaw, Daley Blind, Ander Herrera, bref, sur ce mercato, tu étais assez actif, mais bon, tu finis quatrième, c'est pas mal. La deuxième année, tu recrutes Anthony Martial, tu recrutes Memphis Depay, Bastian Schweinsteiger, tu es actif aussi sur le mercato. Malheureusement, les résultats ne suivent pas, tu gagnes la Coupe d'Angleterre, mais tu finis cinquième, tu échoues au pied du top 4. Et Van Gaal qui, avec ses méthodes, bah, tournait de plus en plus le dos avec ses joueurs. Enfin, les joueurs commençaient à ne plus supporter l'entraîneur avec son ego. Donc Van Gaal a été remercié en 2016 et il est resté 2 ans à United. Après, on a eu José Mourinho. José Mourinho en 2016, hein, qui arrive. Et là, tu te dis, voilà, United, là, ça y est, pour de bon, ils reviennent sur le feu des projecteurs. Surtout que cette année-là, bah, comme je disais, on recrutait Paul Pogba en provenant de la Juve, Zlatan Ibrahimovic, Henrik Mkhitaryan. Tu recrutes des très bons joueurs, des grosses pointures. Cette année-là, alors ok, en championnat, tu finis sixième, mais tu fais quand même un beau triplé. Tu gagnes le Community Shield, l'équivalent du Trophée des Champions en France, la Coupe de la Ligue et la Ligue Europa, qui est le plus gros trophée, le trophée majeur depuis le départ de Sir Alex Ferguson. Le plus gros trophée, voilà, de ces 10 dernières années, c'était la Ligue Europa. Donc tu dis, la première année de Mourinho, elle est bien. Et ensuite, bah, voilà, la deuxième année, bah, elle est catastrophique. Alors, soit tu finis deuxième de première ligue, mais si globalement, c'est assez moyen. C'est assez moyen. Tu gagnes pas de trophée, c'est une saison blanche. Donc, ouais, tu as des doutes avec Mourinho. Et puis après, bah, le début de saison 2018-2019, il est mauvais. Mourinho, avec son ego, bah, il s'embrouille avec plusieurs joueurs. Il s'embrouille avec Pogba, avec Anthony Martial, avec Alexis Sanchez, avec, comment dire, voilà, avec plein de joueurs de United. Et donc, il a été remercié en décembre 2018. Et à partir de là, nous, les supporters de United, on avait un espoir, c'était Ole Gunnar Solskjaer. Enfin, moi, en tout cas, j'y croyais vraiment en Ole Gunnar Solskjaer. Je croyais vraiment en lui. À ce moment-là, il reprend United qui est au plus bas. Il fait une deuxième partie de saison, il redresse un petit peu la barre, il enchaîne les victoires, il réalise l'exploit en mars 2019 en éliminant le Paris Saint-Germain en huitième de finale de Ligue des Champions. Donc là, tu te dis, waouh, ce qu'il fait, c'est impressionnant. Après, bon, malheureusement, on termine sixième, on n'est pas qualifié pour la Ligue des Champions, mais c'est pas grave. On avait un espoir, il nous redonnait un petit peu d'espoir, Ole Gunnar Solskjaer. Sur le mercato, bah, tu recrutes Harry Maguire, tu recrutes Aaron Wan-Bissaka, Daniel James, tu es assez actif sur le mercato.
Donc, même si début de saison 2019-2020, c'est un petit peu mitigé, tu te dis, Solskjaer, c'était un peu chaud à un moment donné parce qu'il enchaînait les contre-performances. Et en 2020, United comment dire, décide de réagir sur le mercato avec l'arrivée de Bruno Fernandes contre 65 millions d'euros. Et voilà, bah, comment dire, c'est là où United a eu un déclic dans le jeu de Solskjaer, c'était plus cohérent, il y avait du plaisir, franchement, je prenais du plaisir. Quand je voyais les années de Solskjaer à United, je prenais du plaisir. Il y avait du jeu, même si on gagnait pas de trophée, mais il y avait du jeu, il y avait de la stabilité dans les résultats. Cette année-là, 2019-2020, tu finis troisième de Première Ligue, tu fais demi-finale de Ligue Europa, c'est pas mal. Pour la première année de complète, pour les Gunnar Solskjaer, pour une première année complète, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Deuxième année, tu es actif aussi sur le mercato, tu fais venir Donny Van de Beek, tu continues ta, entre guillemets, bonne lancée. Van de Beek, Cavani, Alex Telles, euh, voilà, donc ouais, continues, tu poursuis ta bonne lancée. Tu fais cette année-là, tu finis deuxième. Cette année-là, on fait une très très belle saison aussi. Tu finis deuxième. Malgré l'élimination phase de poule de Ligue des Champions, tu vas en Ligue Europa, tu vas jusqu'en finale. On aurait pu la gagner face à Villarreal. Malheureusement, on perd au penalty. Donc, malgré cette défaite, tu t'y croyais en les Gunnar Solskjaer. Malheureusement, bah, début de saison 2021-2022, bah, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Il y a même si le mercato était vraiment ambitieux, tu recrutes Jadon Sancho qui était à ce moment-là très très bon à Dortmund. Tu recrutes comment dire, Cristiano Ronaldo. Là, c'était la cerise sur le gâteau. Tu fais venir aussi Raphaël Varane. Donc là, le mercato United est vraiment XXL. Hein. Cette année-là, c'était vraiment XXL. Donc là, avec Ole Gunnar Solskjaer, tous les supporters de United, moi y compris, je disais, on joue le titre cette année. Cette année, on joue le titre. Saison 2021-2022, on joue le titre avec l'armada offensif, avec les joueurs qu'on a, le banc qu'on avait. Ah, c'est bon, là on va gagner le titre. Malheureusement, non. Malheureusement, bah là, c'était pas le cas. Les résultats ne suivaient pas. Collectivement, on a perdu cette âme qu'il y avait avec Ole Gunnar Solskjaer. Il a été remercié en novembre 2021. C'est le seul, d'ailleurs, entraîneur qui est resté le plus longtemps à United. Il est arrivé en mars 2019, en décembre 2018, et il est parti en novembre 2021. Il est resté à peu près 3 ans à United. Après, il y a eu, comment dire, Ralph Rangnick qui est resté pendant 6 mois. C'était une erreur de casting également. Il y avait Eric Ten Hag jusque-là, donc de juillet 2022 jusqu'à octobre 2024. Donc là, à ce moment-là, Manchester United, on pensait qu'il allait redresser la barre également, puisque il était à l'Ajax, il a fait de très belles choses. Et malheureusement, bah, globalement, United, c'est très médiocre ce qu'il a fait. Il y a eu le clash avec Cristiano Ronaldo. Alors même si cette année-là, on finit troisième, on remporte la Coupe de la Ligue, on fait finale de Coupe d'Angleterre, sa première saison est plutôt bonne sur le bilan comptable, mais dans le vestiaire, comment dire, l'ambiance était pas toujours bonne. Tu vois, il s'est embrouillé avec Cristiano Ronaldo, il s'est embrouillé avec Jadon Sancho, il s'est embrouillé avec Marcus Rashford. Alors bon, il y en a certains, on sait très bien, hein, les joueurs, ils sont pas non plus exemples de tout reproche. Marcus Rashford, on reconnaît que c'est un joueur qui aime beaucoup faire la fête, qui sort souvent, qui est pas toujours professionnel. Niveau hygiène de vie, c'est très moyen. Jadon Sancho, c'est pareil. Donc autant il y a des fois, Eric Ten Hag, comment dire, la façon dont il gérait les joueurs, des fois c'était bien, mais des fois je trouvais que c'était excessif. Ces sanctions, elles étaient assez excessives. Donc ouais, et puis après, bah, les résultats, la deuxième saison de Derrick Ten Hag à United, c'était catastrophique. Catastrophique, comme je disais, le clash avec Jadon Sancho, tu te fais remarquer en Ligue des Champions, tu te finis dernier de ta poule avec seulement une victoire. Où, bah, dans le groupe, tu avais le Bayern, Galatasaray et Copenhague. Malgré la finale malgré tu remportes la FA Cup cette année-là, bah comment dire, c'est pas ça quoi. Enfin, pour moi, comme je disais, j'aurais préféré voir Ten Hag licencié à la fin de la saison. Je comprends pas pourquoi Ineos en 2024, cette année-là, à la fin de la saison 2023-2024, décide de garder Eric Ten Hag. Ça, je ne comprenais pas, alors que les résultats cette année, ils étaient catastrophiques. Et même si on gagnait la Coupe d'Angleterre, j'avais dit, même si on gagnait la Coupe d'Angleterre, comment dire, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et la preuve, en ce début de saison, c'est raté. Le début de saison est mauvais. Mauvais.
Là, maintenant, on a Ruben Amorim qui est arrivé. Là, il est dans une tempête. Il essaye de faire. Il fait plusieurs tests. Des fois, bon, je trouve, des fois, je trouve pas toujours. J'ai du mal un petit peu à comprendre ce qu'il veut réellement mettre en place. Alors, on voit, il veut mettre son fameux 3-4-3, Ruben Amorim. Mais sur le positionnement de certains joueurs, je suis un petit peu sceptique. Tu vois, je suis un petit peu sceptique euh, sur ce qu'il veut réellement faire avec Manchester United, avec certains joueurs. Là, mais je veux quand même lui laisser du temps. Je vais lui laisser du temps. Pour l'instant, il traverse une période qui est très compliquée. On est actuellement 14e de Première Ligue. On a perdu récemment face à Wolverhampton. Donc voilà, c'est une période qui est très délicate. Donc je veux lui laisser du temps. On va lui laisser le temps de créer quelque chose, de proposer des résultats. Et après, on pourra faire un bilan lorsque vraiment il aura enchaîné les matchs et il aura enchaîné les saisons à Old Trafford. On va parler des joueurs de Manchester United de ces dernières années, enfin ceux qui sont partis, ceux qui sont encore actuellement au club, puisque il y a des joueurs, je suis désolé, mais il y en a certains, ils ont clairement pas le niveau pour jouer à Manchester United et surtout niveau hygiène de vie et niveau professionnalisme, c'est une catastrophe aussi. Puisque quand on voit certains joueurs comme Marcus Rashford, qui pourtant je l'aimais beaucoup Marcus Rashford au début, parce que c'était un jeune qui était formé à Manchester United, il est passé par toutes les catégories d'âge chez les Red Devils. Il arrive en pro, il fait des débuts tonitruants avec un début face à Arsenal, Manchester City, il était lancé par Van Gaal. Ensuite, il gagne la Coupe d'Europe avec José Mourinho. Il enchaîne des saisons prolifiques avec Ole Gunnar Solskjaer. Avec Ten Hag en saison 2022-2023, il fait la saison la plus prolifique de sa carrière. Mais là, actuellement, il me déçoit. Vraiment, il me déçoit par rapport à son attitude sur le terrain où il est nonchalant. Il doit montrer plus de caractère. Normalement, quand tu es un joueur du centre de formation, normalement, tu as, t'as assimilé l'identité de Manchester United, les valeurs du club, la mentalité surtout. Et Rashford, en aucun cas, il montre ce type de mentalité de rien lâcher, d'être professionnel du début jusqu'à la fin, d'être régulier sur les résultats, d'être travailleur, discipliné. Voilà, il n'y a pas de discipline chez lui, chez Marcus Rashford. Il est juste motivé, mais il n'est pas discipliné, tout simplement. Il manque de régularité dans ses performances. Alors, il n'y a pas que lui. On a bien vu aussi ces dernières années avec Paul Pogba, avec Anthony aussi, le Brésilien. On a vu aussi avec voilà, on a vu avec pas mal de joueurs qui manquent de discipline, manquent de, voilà, de discipline, de travail, de professionnalisme ces derniers temps. Donc pour moi, les joueurs aussi, ils ont leur part de responsabilité. Et quand tu écoutes les podcasts de certains anciens joueurs de Manchester United, la façon dont quand c'était United sous l'ère Ferguson et que tu entends aujourd'hui les joueurs, c'est deux salles, deux ambiances. Quand c'était à l'époque de Ferguson, même quand l'entraînement était terminé, t'en as qui justement continuent à s'entraîner sur, par exemple, la finition des actions, les coups francs, les corners, les phases défensives, les coups de pied arrêtés, bref. Et tu voyais qu'il y avait les joueurs, ils bossaient. Tu vois, tu prenais des Rio Ferdinand, des Wayne Rooney, des Paul Scholes, des Ryan Giggs, des Cristiano Ronaldo. Les mecs, ils étaient disciplinés. Et même quand l'entraînement était terminé, les mecs, ils y allaient. Ils continuaient à travailler sur leurs points faibles. Ils travaillaient sur ce qui n'allait pas. Et c'est pour ça que c'est devenu des joueurs légendaires à Manchester United. C'est pour ça qu'on les respecte. C'est pour ça qu'ils sont adulés à chaque fois quand ils passent à Old Trafford. Et aujourd'hui, nos joueurs, ils n'ont pas cette mentalité-là. Alors, il y en a quelques-uns qui sont professionnels, qui sont, même s'ils ne sont pas d'un niveau exceptionnel, mais qui sont professionnels. Tu vois, Harry Maguire, même si ce n'est pas le meilleur défenseur de United, mais en attendant, il est professionnel. Tu vois, c'est pas notre meilleur défenseur, mais il est professionnel. Scott McTominay, qu'on l'avait auparavant, aussi, c'était pareil. Donc, il y a quelques joueurs qui, quand même, qui sortent un petit peu du lot. Et globalement, dans la mentalité, c'est United, les joueurs, c'est pas ça. On va parler des fans aussi, puisque c'est aussi ils ont leur part de responsabilité dans cette descente aux enfers du club. Alors pas tous, hein, mais pour moi, les supporters aujourd'hui, on est beaucoup trop divisés. On est beaucoup trop divisés puisque
Le problème, c'est que quand je vois sur les réseaux sociaux qu'il y a des supporters, par exemple, quand ils voyaient que les résultats ne s'amélioraient pas et que comment dire, ce que proposait l'entraîneur, c'était médiocre, et bah, ils soutenaient malgré tout l'entraîneur, même dans la médiocrité. Et des joueurs qui sont médiocres, ils soutenaient aussi les joueurs qui sont médiocres. Donc aussi, nous les supporters, enfin certains supporters de Manchester ont perdu leur exigence. Moi, je suis très exigeant. Tu vois, dans mes débriefs, je sais que des fois je peux être un peu dur par rapport à certains joueurs, je peux être dur avec certains entraîneurs ou même avec certains dirigeants. Enfin, je peux être dur, mais moi je réclame de l'exigence. On est quand même Manchester United, un club qui a remporté 20 titres de champion d'Angleterre, qui a remporté 3 Ligues des Champions, qui fait partie, même si aujourd'hui on fait plus trop partie des meilleurs clubs actuels de Première Ligue, mais historiquement on est quand même un club qui pèse énormément sur le football anglais. Donc c'est normal que tu sois exigeant. C'est comme les supporters du Real Madrid. Voilà, ils sont exigeants avec les supporters, enfin ils sont exigeants avec les joueurs, avec l'entraîneur, avec les dirigeants. C'est comme avec la Milan, c'est comme avec la Juve, c'est comme avec le Bayern. Les fans sont dans les grands clubs, les fans sont très exigeants. Voilà, c'est normal quand tu vois le niveau qu'ils ont aujourd'hui, les grands clubs, c'est normal d'être exigeant. Et bah nous avec Manchester, et bah moi je suis pareil. Voilà, Manchester United, je considère que bah aujourd'hui on doit être dans le top 4 de Première Ligue. Chaque année on doit jouer le top 4, voire même le titre. Mais voilà. Après, je sais faire la différence entre ambition et être réaliste. Tu vois, quand on voit l'effectif, quand on voit ce qu'on possède actuellement, on se dit, bon, bah, si on fait un top 4, par exemple, c'est déjà pas mal. Mais en règle générale, bon, bah, nous, c'est ça, on doit jouer chaque année, on doit être dans le top 4. Ça doit être une formalité. Et après, bah, quand on est vraiment apte à jouer le titre, bah, je dis, on joue le titre. Et c'est normal que je réclame ça, puisque pour moi, c'est de l'exigence, c'est normal. En tant que supporter, c'est normal. Et aujourd'hui, bah, on a perdu cette exigence d'être exigeant envers les joueurs, exigeant envers les entraîneurs, exigeant envers les dirigeants sur les choix sportifs et tout. Pour moi, les supporters aujourd'hui manquent d'exigence et manquent de patience aussi. Par moments, il y en a certains, ils manquent de patience. Là, je vois aujourd'hui avec Ruben Amorim, déjà, il y en a certains, j'ai vu, ils réclamaient le départ de Ruben Amorim. Donc, tu vois que ça manque aussi de patience chez certains supporters. Donc c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, le club, ben, il est divisé. Le club est clairement divisé. Entre supporters, on est vraiment divisé. Et c'est ça que je trouve ça, je trouve ça vraiment regrettable. Bref, pour essayer de répondre à cette fameuse question, pourquoi United en est arrivé là aujourd'hui, eh ben c'est tout simplement parce que on a une politique sportive qui est catastrophique, on a des dirigeants qui n'en ont rien à foutre du club, pas forcément Ineos, hein, mais c'est surtout la famille Glazer, puisqu'ils sont à l'origine du problème. Ils n'ont pas assimilé les valeurs du club, l'identité du club, l'ADN du club, et ils ne transmettent pas ça aux entraîneurs, aux directeurs sportifs et même aux joueurs. Donc pour moi, c'est la base du problème. Ensuite, il y a les entraîneurs qui, sur le court terme, ce qu'ils proposent, c'est cohérent, mais après, ça se casse très très vite la gueule. Et les joueurs les joueurs qui viennent à United, mais qui n'ont pas la mentalité de la gagne, tout simplement. Qu'on ne leur transmet pas, mais qui n'ont pas eux-mêmes, qui ne viennent pas chercher eux-mêmes cette mentalité de la gagne, cette mentalité d'aller chercher des trophées, chercher comment dire, des finales de compétition. Enfin bref, ils n'ont pas cette mentalité de la gagne. Et les supporters bah, qui sont trop divisés, euh, comment dire, qui sont trop divisés entre eux. Voilà, donc je pense avoir fait le tour pour cette vidéo, pour répondre à ces questions. Que se passe-t-il à United ces dernières années? J'espère que le débrief j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de ma vidéo. N'hésite pas à me dire si ce que j'ai dit c'est vrai ou c'est pas vrai. Hein. Après, comme j'ai dit, c'est mon opinion, c'est mon point de vue. Donc tu peux écrire en commentaire ce que tu as pensé de ma vidéo, si tu veux rajouter des anecdotes ou pas, si j'ai oublié des choses. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram, hein, je te l'affiche juste ici.
Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.